Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. Voilà, les deux sessions de l'Assemblée nationale populaire et celle de la conférence consultative politique du peuple chinois venaient de se terminer. Alors, un message est lancé au reste du monde, c'est que le gouvernement chinois est déterminé à réaliser son objectif fixé par les deux sessions, c'est-à-dire un taux de croissance entre 6,5 jusqu'à 7%. Bon, il faut comprendre que 1% de croissance aujourd'hui, comme le volume global a beaucoup augmenté, équivaut à peu près 2,5% de croissance d'il y a 20 ans. Donc, 7% aujourd'hui, ça peut comprendre aux alentours de 14%. Je dis ça sous le contrôle de l'économiste Deng Yifan. Hein. Bon, c'est-à-dire l'importance de cette croissance, surtout son influence pour la croissance mondiale, est toujours très présente. Alors, cet objectif fixé par les deux sessions, il faut comprendre une autre chose, c'est que durant 20 ans, si l'économie chinoise, si la Chine passe d'un pays en voie de développement à deuxième puissance économique du monde, alors les deux sessions elles-mêmes devaient avoir évolué elles aussi. Alors aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir deux invités, deux témoins en fait de cette évolution de ces deux sessions depuis 20 ans. L'un était en Chine, mais il est français, et l'autre était chinois, mais il était en France. Donc leur point de vue croisé sera intéressant pour nous éclaircir cette évolution de ces deux sessions. La 4e session de la 12e Assemblée populaire nationale a clôturé le 16 mars dernier. Après presque 2 semaines de délibération, les législateurs chinois ont largement approuvé le 13e plan quinquennal. Un plan dont la feuille de route va fixer le cap de la deuxième plus grande économie du monde pour les années 2016-2020, avec pour objectif d'établir une société de moyenne aisance en Chine d'ici 2021. Durant cette période des deux sessions, les grandes orientations du 13e plan quinquennal ont été passées en revue, comme la réforme structurelle de l'offre, le développement durable et la réforme judiciaire. Le 16 mars, le Premier ministre chinois Li Keqiang a répondu aux questions des journalistes chinois et étrangers dans la salle dorée du Grand Palais du Peuple. Il a affirmé sa confiance totale dans l'avenir de l'économie chinoise. Selon lui, le gouvernement demeure sur la voie de la réforme et de l'ouverture et les turbulences économiques et financières mondiales n'entraîneront pas d'atterrissage brutal de l'économie chinoise. Li Keqiang a également assuré que la Chine avait un immense réservoir de créativité au sein de sa population qui permettrait à l'économie du pays de résister aux pressions à la baisse. Bon, aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir M. Pierre Barou. Bonjour. Bonjour. Alors, Pierre Barou, vous êtes un ancien diplomate. Vous avez été en Chine depuis des années 80 du siècle dernier. Et vous vous rappelez sûrement que lorsque vous êtes nommé le consul général de Shanghai, c'est vous qui m'avez délivré le premier visa pour aller travailler en France comme correspondant du quotidien Wenhuiba à Paris. Et puis, des années 90, vous êtes passé de Shanghai à Pékin. Vous êtes nommé le numéro 2 dans l'ambassade, c'est-à-dire ministre conseiller. C'était durant cette période que vous avez été invité à plusieurs reprises à assister à ces deux sessions. Donc vous connaissez très bien les sessions de l'époque, mais aussi celles d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes consultant de plusieurs groupes, grands groupes industriels français. Vous continuez à observer notre pays et les relations entre nos deux pays. Alors, bienvenue, on va vous entendre tout à l'heure. Merci. Et puis, Deng Yifan, vous êtes économiste, politologue renommé. Vous êtes très connu en Chine et surtout par votre intervention dans les domaines économiques. Vous avez été en France comme étudiant, vous terminez votre doctorat, vous observez
vous comparez les institutions politiques de la France et de la Chine. Bon, on va vous entendre aussi. Bonjour et bienvenue. Bon, ma première question est à M. Barrou. Alors, 20 ans après, quels sont les souvenirs que vous avez sur ces 2 sessions et quelles sont les évolutions, progrès, changements? Ce qui me frappe d'abord, c'est la continuité, en fait. Continuité, voilà. Oui, parce qu'il y a depuis 20 ans une stabilité du système politique chinois. C'est d'ailleurs un facteur très important pour le monde aujourd'hui. La Chine est stable, relativement, et le système politique n'a pas fondamentalement changé. Donc, au fond, en écoutant le Premier ministre Li Keqiang, je me disais, il y a une stabilité, il y a une continuité, c'est la compétence technique de ces dirigeants. Il y a 20 ans, le vice-premier ministre chargé de l'économie, M. Zhou Zhongti, était un homme très compétent. Et aujourd'hui, on a un Premier ministre qui me paraît également très compétent. Donc, ce qui me frappe d'abord, c'est cette stabilité, c'est cette continuité. Évidemment, le contexte a changé, vous l'avez dit. Oui. La Chine est devenue, entre-temps, la 2e économie mondiale. Naturellement, c'est une situation tout à fait nouvelle par rapport à il y a 20 ans. Et donc, de ce point de vue, il y a un changement de contexte. Oui. Mais, je vous écoute. Non, continue. Mais voilà, donc, ce qui est important, et ça c'est un élément à la fois de continuité et de changement, c'est que le gouvernement chinois, au cours de ces 20 années, en voyant les rapports successifs de ses dirigeants, a poursuivi une politique de réforme et d'ouverture qui avait été initiée dès la fin des années 70. Et ceci, ça n'a pas changé, et en même temps, ça change constamment, puisque c'est une politique de réforme, précisément, et d'ouverture. Donc, il y a un changement, mais il y a une grande continuité. Voilà ce que je voulais vous dire. Changement dans la continuité, dans la stabilité. Oui. Et quel est votre point de vue alors, Teng Yifan? J'apprécie beaucoup ce que Pierre Barrou vient de dire à propos de la continuité et de l'évolution constante dans la continuité. En fait, oui, il n'y a pas de changement fondamental dans le système politique chinois. Et donc, il y a une continuité. Mais si on regarde, par exemple, le rapport du gouvernement, de toutes les grandes assemblées, de toutes les grandes sessions, eh bien, bien sûr, à chaque période différente, la priorité du travail du gouvernement change. Par exemple, selon le contexte. Parce que le contexte change, l'économie mondiale évolue et aussi les priorités du gouvernement chinois évoluent. Donc il y a 20 ans, la stabilité et la croissance était aussi une grande motivation du travail du gouvernement. Mais cette année, il y a aussi, le gouvernement chinois fait face à une situation extérieure, intérieure, un peu compliquée et difficile. Donc là aussi, le Premier ministre Li Keqiang, comme fait à l'époque le Premier ministre Zhou Zhongti, etc., on fait des analyses d'une situation assez compliquée et difficile. Il y a des similitudes parce que l'économie mondiale, à l'époque, traversait aussi une période d'instabilité et de difficulté. Il y avait la crise asiatique. Et cette année, c'est aussi, cette année, l'économie mondiale fait face à une situation très très compliquée. Et vous avez des pays qui appliquent le taux négatif nominal d'intérêt. Et c'est quelque chose inimaginable dans le passé. Parce que théoriquement, c'est contraire au comportement humain. Je vous prête l'argent et je devais vous payer les intérêts, c'est incroyable. Et cela montre que vraiment, on ne sait pas très bien gérer cette économie aussi compliquée. Mais il y a sûrement dans la continuité, sûrement des changements, parce que la politique d'un pays en voie de développement et la deuxième puissance économique, ça ne peut pas être le même. Et surtout, c'est, comment dirais-je, la Chine aujourd'hui, il avait 20 ans,
un taux de croissance de 2 chiffres. C'était comme automatique. Et aujourd'hui, il faut tout faire pour avoir 7%. Et quel est votre point de vue? Est-ce que ce sera vraiment difficile à atteindre ou... Je crois que la question n'est pas d'être optimiste ou pessimiste. Compte tenu de la place de la Chine dans l'économie mondiale aujourd'hui, qui joue un rôle important de locomotive de l'économie mondiale, ce n'est pas la seule locomotive, hein. Il y en a d'autres naturellement, mais c'est une locomotive importante, la Chine. Les États-Unis jouent un rôle fondamental, mais du fait de ce rôle mondial de l'économie chinoise, il est normal qu'à l'étranger, on s'interroge si on voit que le modèle de croissance chinois doit évoluer, la croissance est plus difficile à atteindre. Alors naturellement, ça provoque des réactions dans les marchés et dans les médias qui sont parfois excessives, mais au fond, cette préoccupation, elle est naturelle, surtout dans un moment où, comme le disait M. Ding Yifan, l'économie mondiale traverse une passe difficile. Donc on s'inquiète. Ça, c'est normal. Mais le gouvernement chinois, depuis 2011, avait déjà annoncé que son objectif de croissance allait être ramené à 7% par an. Donc la situation de 2015 à 6,9 en elle-même, si on y réfléchit, n'a pas de raison de nous inquiéter particulièrement. Alors le changement de modèle n'est pas facile. On voit bien l'activité manufacturière souffre, évidemment, puisque la demande extérieure a diminué, puisque les autres pays traversent des crises, donc la demande extérieure baisse, l'activité manufacturière souffre. Et tout le monde a dit que la Chine voulait changer de modèle, d'une croissance davantage reposant sur la consommation intérieure, mais même avec le développement d'une importante classe moyenne, tout cela ne se fait pas en un jour. Et donc ça provoque d'importantes mutations. On voit bien récemment tous ces commentaires sur les surcapacités chinoises. Il est clair que ça va créer un chômage important. Le gouvernement chinois va mettre beaucoup de moyens, comme nous l'avons fait. Souvenons-nous de la fermeture des houillères en France. Ça a duré plusieurs dizaines d'années et ça a coûté beaucoup de milliards. Donc le gouvernement chinois est conscient de tout ça et il prend les mesures pour accompagner cette évolution. Mais rien de tout cela n'est simple et donc bien entendu il y a des défis nouveaux. Néanmoins, la Chine a tellement d'atouts, elle est devenue, c'est ce qui l'a porté au niveau économique où elle se trouve, l'atelier du monde, et donc elle dispose par exemple d'une des infrastructures industrielles les plus modernes du monde. Il y a beaucoup d'usines en Chine sont même les usines des groupes internationaux. Parfois, l'usine la plus moderne d'un grand groupe international, elle se trouve en Chine, tout simplement parce qu'elle est plus récente. Moi, ça, c'est pas une information que tout le monde connaît. Hein. Je crois qu'en France, en général, les gens pensent toujours que la Chine est un pays, du point de vue technique, très en retard. Oui, mais les investissements étrangers qui ont joué un rôle très important dans le développement de la Chine, notamment dans le domaine industriel, y ont amené des techniques et des infrastructures récentes et donc de qualité. Et la hausse du prix de la main-d'œuvre correspond aussi à l'amélioration de la qualité de cette main-d'œuvre. Ce n'est pas uniquement une hausse injustifiée des salaires, et d'ailleurs ça se ralentit. Beaucoup de groupes maintenant sont assez prudents, ce qui est logique. Quand on atteint un certain niveau de développement, on ne peut plus augmenter les salaires des gens de 15% par an. Est-ce que vous voulez dire que les investissements étrangers sont en train de quitter la Chine à cause de hausse de prix de main-d'œuvre? Personnellement, il y a ce phénomène, comme partout, parce qu'il y a une concurrence internationale, et donc dans certaines activités, prenez le textile, il est tout à fait possible que des groupes étrangers, y compris des groupes chinois, vous savez, décident d'investir. Ils commencent à délocaliser eux aussi.
Voilà, bien sûr, parce que c'est tout à fait... naturellement, nous sommes dans une économie mondiale ouverte. Et la Chine y participe, elle a rejoint l'OMC depuis longtemps. Et donc, bien entendu, la concurrence joue. Mais, comme je vous disais, il y a aussi des technologies très avancées, des infrastructures industrielles très modernes. Et puis, il y a le développement des services, qui représentent aujourd'hui plus de la moitié de l'activité. Et Fan, nous entendons M. Barou, mais apparemment il a beaucoup de problèmes. Hein. Il y a surtout quand la Chine se transforme de l'usine du monde à une usine d'innovation. Ça va causer des chômages. Enfin, le démarrage, par exemple, de consommation de l'intérieur stagne. Et on voit que dans la conférence de presse du Premier ministre, Li Keqiang a apparemment montré plein de confiance, il est très optimiste. Est-ce que vous partagez cette... Oui, si le Premier ministre chinois semblerait plus optimiste que la plupart des prévisions occidentales, c'est parce que, d'abord... Un Premier ministre français n'oserait pas dire ça. Hein, non, c'est parce qu'il peut montrer des performances de l'économie chinoise. En fait, comme Pierre Barou a bien dit, pour la première fois, l'activité du secteur tertiaire a dépassé l'activité du secteur tertiaire, du secteur secondaire et primaire. Cela veut dire qu'il y a de plus en plus de création d'emplois dans un secteur qui est très résilient, qui résiste bien au choc extérieur. Et ce qui fait qu'en dépit d'une perspective un peu sombre de la croissance mondiale, l'économie chinoise peut encore maintenir un taux de croissance relativement stable, grâce à son marché intérieur et grâce au développement de ce secteur. Et je pense que c'est pour cela que l'année dernière, on a arrivé à créer plus d'emplois que l'objectif fixé par le gouvernement. Donc c'est pour ça que le Premier ministre se sent plus ou moins rassuré. Parce que l'important, ce n'est pas de maintenir un taux de croissance artificiellement haut. L'important, c'est de pouvoir maintenir le plein d'emploi, comme on dit, relativement bon emploi, et de faire en sorte que la population se sente heureuse parce qu'elle elle voit les revenus disponibles augmenter en même temps que la croissance. Et de ce point de vue, l'année dernière, l'augmentation des revenus disponibles par tête d'habitant est supérieure au taux de croissance de PIB par tête d'habitant. Donc le pouvoir d'achat du peuple augmente. Alors c'est une bonne chose. Et étant un observateur historique, extérieur, au moins 20 ans, quel est le problème le plus important pour l'économie chinoise, selon vous, actuellement? Aujourd'hui, comme nous l'avons dit, il y a de nouveaux défis. Naturellement, après une croissance aussi rapide, on voit bien que le problème de la pollution, par exemple, est très grave. Et le gouvernement chinois, d'ailleurs, prend des mesures, c'est ce que nous disions tout à l'heure, en décidant la fermeture de certaines mines, de certaines centrales. Donc, ces mesures sont souhaitables. Elles vont mettre beaucoup de monde, effectivement, au chômage. Donc, ça, c'est certainement le problème de l'heure, le plus important. Mais on a le sentiment, une fois encore, d'avoir un gouvernement qui est conscient de ces problèmes, qui en parle et qui prépare des politiques pour y répondre. Naturellement, ça n'est jamais facile, mais en tout cas, on n'a pas l'impression qu'il y ait un aveuglement, au contraire. On parle des problèmes et on essaye de les résoudre. Donc il n'y a pas de panique. C'est bien, il y a un pilote qui est dans l'avion. Non, au contraire. Aussi bien dans le rapport du gouvernement
expliqué par le Premier ministre, que dans sa conférence de presse, Li Keqiang a insisté plusieurs fois sur les quelques points chauds d'investissement. Parmi les points chauds d'investissement, la dépollution, c'est-à-dire l'investissement dans le domaine de dépolluer des terrains, de dépolluer l'air, etc., pourrait consister à l'investissement de l'avenir. Et ça aussi, la pollution a créé des dommages à cette économie, mais maintenant il faut redresser la situation, il faut faire en sorte que c'est ça. Et la dépollution consiste dans l'avenir, l'objectif de l'investissement dans les 5 années à venir. Quand on parle de la pollution, on ne peut pas oublier le COP21, parce que c'est un exemplaire de la coopération internationale entre la France et la Chine. Oui, tout à fait. La Chine a joué un rôle important pour cette succès, conférence. Oui, le succès, nous verrons, mais en tout cas, nous en l'espérons. comparaison avec Copenhague, Voilà. Ça c'est un succès incontestable. En tout cas, on ne peut que l'espérer. Mais la Chine, du fait de son développement, est évidemment un des principaux pollueurs mondiaux. Et ça ne va pas s'arrêter, puisque, par définition, la poursuite de son développement économique va nécessiter plus d'énergie. C'est d'autant plus important que le gouvernement chinois prenne les mesures dont nous parlions pour pouvoir poursuivre son développement économique sans... en ralentissant l'augmentation des facteurs de pollution. D'autant plus que ce n'est pas seulement un problème mondial, c'est aussi un problème domestique. Et on voit bien que la population chinoise, qui souffre naturellement de la pollution, comme d'autres populations dans le monde, n'est pas du tout indifférente à cette question et souhaite vivement une amélioration qui demande toujours du temps et est toujours coûteuse, même si, comme le disait M. Li Yifan, ça va créer de nouvelles activités, de nouvelles occasions de coopération, d'innovation, mais tout de même, ça coûte de l'argent et ça prend du temps. Il n'y a pas de miracle dans ce domaine et donc c'est très important d'avoir un gouvernement déterminé, surtout du fait de la taille de la Chine, parce qu'il y a les décisions, puis il y a leur mise en œuvre dans les provinces. Rien de tout ça n'est simple. La détermination du gouvernement, ça, je crois que le gouvernement ne manque pas. Ça, il en a beaucoup de détermination, mais est-ce que vous avez remarqué, je ne sais pas, M. Yifan, l'Europe est un peu oubliée par ces 2 sessions dans la conférence de presse. Par exemple, Li Keqiang apparemment n'a même pas mentionné l'Europe. Oui, paradoxalement, non, c'est la faute aux journalistes européens qui n'ont pas posé de question là-dessus. Il n'y avait que le journaliste espagnol qui avait posé une question sur les relations bilatérales entre Espagne et Chine. Mais autrement, non, je pense que Li Keqiang fait beaucoup attention aux relations bilatérales entre Chine et Europe, et l'Union européenne. Et il ne faut pas oublier que l'année dernière, Li Keqiang a fait plusieurs voyages en Europe. Et dans ces voyages en Europe, dans les grandes capitales européennes, Li Keqiang a insisté à plusieurs reprises que les relations sino-européennes sont d'une importance stratégique à la fois pour la Chine et pour l'Europe. Et je pense que non, contrairement à ce qu'on pense, l'Europe, pour le gouvernement chinois actuel, est un partenaire très important. Et il ne faut pas oublier l'initiative chinoise de la nouvelle route de la soie et pour acheminement l'Europe. Et c'est quelque chose de très important. Comme notre émission est en français, comme M. Barouet est français, alors je ne peux pas oublier la France. Lorsque nous parlons de la coopération sino-européenne, la France était toujours en retard par rapport à l'Allemagne. Et maintenant, apparemment, il est en train de dépasser même par l'Angleterre, même par l'Espagne, etc. On est un peu inquiet pour l'avenir des relations économiques entre la France et la Chine. Quel est votre sentiment?
sur ce point, M. Barrot? Oui, naturellement, il faut faire des efforts, ça c'est certain, mais je voudrais tempérer un peu votre inquiétude en disant que nous avons parlé de la pollution mondiale, locale. Un des problèmes clés, c'est l'énergie. Oui. Il y a une énergie non polluante, c'est l'énergie nucléaire. La France et la Chine ont coopéré depuis l'origine dans ce domaine. Aujourd'hui... Maintenant, ils coopèrent même pour exporter en Angleterre. Voilà, il y a une coopération importante sur pays tiers. La France est déterminée à conserver une part significative d'énergie nucléaire, même si il y a chez nous des débats, même qui ne sont pas du tout comparables aux débats qu'il a pu y avoir dans un pays comme l'Allemagne. Et donc, l'avenir de l'industrie nucléaire française passe aussi par la Chine, parce que la Chine sera le premier marché, probablement, pour l'industrie nucléaire dans les années à venir. Et du fait de ce développement, des coopérations sur pays tiers, comme vous l'avez souligné, sont également possibles. Il y a bien d'autres domaines. Vous voyez que la population chinoise est très sensible aux questions de sécurité alimentaire, de sécurité pharmaceutique, cosmétique. Dans tous ces domaines, la France a ses avancées. D'ailleurs, on voit de plus en plus d'investissements chinois à l'étranger. Le gouvernement a beaucoup encouragé les Chinois à investir à l'étranger. Et une partie de ces investissements vont en Europe, vont en France. Ça reste relativement marginal par rapport à l'ensemble des investissements étrangers, mais le taux de progression est extrêmement rapide. Et c'est ça qui est important et significatif. Et on a vu des groupes chinois acquérir des laiteries, il y a des discussions pour acquérir des abattoirs, pour fournir de la viande de porc aux meilleures normes. Donc je crois qu'il y a un grand avenir pour la coopération franco-chinoise. Il n'y a pas que le nucléaire, il y a d'autres formes d'énergie propre, comme le charbon va rester important. La France a aussi de très bonnes technologies dans le charbon propre, dans le gaz dont l'importance ne cesse de s'accroître. Il y a une très bonne coopération dans le domaine du gaz entre la France et la Chine. En somme, je crois qu'il ne faut pas juger seulement par les chiffres du commerce extérieur. Il faut regarder aussi les investissements croisés. Nous avons ici en Chine beaucoup d'industries françaises qui produisent. Ce n'est pas comptabilisé comme des exportations françaises. Ah bon, d'accord, c'est produit en Chine. C'est produit en Chine. Et de la même façon, il n'est pas sûr que s'il y a des investissements chinois en France, ça ne rentre pas dans le commerce extérieur. Le tourisme chinois se développe de manière extraordinaire. On voit les Chinois investir dans l'hôtellerie. Ça ne rentre pas dans le commerce extérieur. Donc, bref, je crois qu'il faut relativiser un peu. Je crois que l'optimisme de Ting Yifan maintenant attend son voisin. Vous êtes d'accord alors, Ting Yifan, puisque vous êtes... Oui, d'accord. Il a eu raison de signaler que finalement, les relations économiques entre la France et Chine est beaucoup plus compliquées que les statistiques le montrent par le volume commercial. C'est-à-dire par les marchandises qui traversent les frontières. Il y a d'autres formes de coopération, d'investissement et de bénéfices des flots de capitaux passent d'un côté à l'autre sans être prises en compte par les statistiques du commerce. Dans ce moment difficile de l'économie mondiale morose, avoir un optimisme, c'est très important. Merci beaucoup pour tous les deux. Merci et j'espère que l'année prochaine, avec la nouvelle session, je pourrai vous réinviter pour voir cette évolution dans la stabilité, dans la continuité. Merci à tous les deux. Et merci aussi à nos chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité et à la prochaine.